Si tu te mets un peu plus à droite, comme ça, tu n'auras pas d'électricité. Comme ça? Ça va? Tu sais quoi, je vais faire comme ça, c'est peut-être plus simple. Et il y a un deuxième morceau, une deuxième installation qui arrivera. Mais aujourd'hui, c'est la journée dans l'action. Mais l'idée, c'est de tout ce qu'on a doucement vu, un peu déposé hier. Maintenant, l'idée, c'est de un peu s'en saisir, quoi. Donc pour ça, on va partir dans un échauffement. Pied gauche. Voilà. Une dernière fois, pied droit. C'est une blague qu'on faisait au conservatoire où tu sais, t'es dans un covoiturage, puis les gens ils te posent des questions pour savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis tu dis bah je suis artiste. Ils font oui bien sûr, mais bon sinon tu fais quoi? C'est vraiment cette espèce de réplique de certes, mais vraiment dans la vraie vie, tu fais quoi? Dans la vraie vie, tu fais quoi? Cette question, moi aussi je me la suis posée. C'est par hasard que je tombe sur un appel à projet lancé par un parti politique belge. L'idée, créer des ponts entre œuvres artistiques et actions politiques. Printemps 2022, la décision tombe. 6 dossiers sont retenus, 6 projets, dont 8 artistes dans des disciplines très variées qui questionnent tous, à leur manière, la thématique des transitions. Je travaille dans le domaine de l'image imprimée et de l'illustration. Je suis comédien, improvisateur et artiviste. Je suis comédien et metteur en scène. Je travaille en tant que soudeur dans la création d'outils paysans. J'ai travaillé comme ouvrière agricole et j'ai fait un mémoire sur l'agroécologie. Et je suis réalisateur sonore. Je suis chorégraphe, plasticien, danseur. Je suis artiste multidisciplinaire et autrice. Pour ce mécénat, le parti cherche également une vidéaste. Regard sensible, c'est le nom de ce projet qui se clôturera par une exposition. Mon rôle, suivre durant 1 an les différents processus de création, essayer de montrer ce que l'on ne voit pas. Bref, les coulisses. Ouais. Je me cache. Je vais recommencer. Ouais. À l'aise. Ça va. Tout projet artistique a un point de départ. Une réflexion ou un état d'esprit qui à un moment titille le créateur ou la créatrice. Pour Axel, l'origine de son projet Les Murs Vivants remonte à plusieurs mois. On est alors en plein confinement. Point de départ. Nous sommes en 2020. Notre pays, comme le reste du monde, se confine plusieurs semaines durant, coupé de presque tout lien humain. À force de tourner en rond lors de mes promenades, je reprends une vieille habitude, celle d'archiver les mots de la ville. Que ce soit le reste d'une affiche collée clandestinement, un panneau égratigné par la météo, un graffiti laissé dans l'empressement, je photographie et sauvegarde dans la mémoire de mon téléphone ces mots, ces morceaux de phrases et de slogans laissés par d'autres avant moi. Je commence donc à articuler les images les unes avec les autres. Je les assemble, je les renomme pour qu'elles se juxtaposent et prennent du sens. Je compose des patchworks d'images numériques qui deviennent des poèmes courts et incisifs, d'une communauté d'anonymes qui communiquent par le fil des mots. Les Murs Vivants prend alors une nouvelle tournure. L'objectif à présent est de réaliser une installation textile grand format sur laquelle seront gravés ces poèmes. Pour Axel, l'envie est de tisser un lien entre l'intime et le collectif. Mais la thématique des transitions est un terrain de jeu vaste. Comment les autres artistes sélectionnés vont-ils l'appréhender ?
Il y a Alessia Wyss, Salomé Genès, Jean Lesca. Donc ça, c'est les 3 danseurs-danseuses. Moi, je suis aussi danseur dedans. Je fais la chorégraphie. Je propose que chacun soit focus sur son solo, pour ensuite se le retravailler chacun, chacune. Est-ce qu'on remettrait du début peut-être ? Du début des solos ? Moi, je suis trop excessive. Excessive ? C'est trop rapide. On voit rien, je trouve. Je pense que je peux faire un plus crescendo, quoi. Ça prendra en densité. Là, je suis du speed. Speed. Ouais, mais moi, ça me dérange pas trop. Les transitions écologiques peuvent être comprises dans la pièce Ressac dans le sens où elles parlent des crises et plus exactement le début d'une crise que moi j'appelle une intranquillité. Un aller, et puis ça va dans autre chose, comme si tu transvasais un liquide vers un autre. Ça a été travaillé sur plusieurs temps de recherche dans les bords de mer et c'est avec ces temps de recherche qu'on a pu travailler vraiment 4 éléments, ce chaud, cet embrasement, du vent, quelque chose qui est en pression, du liquide, donc quelque chose qui coule, ou quelque chose de lourd un peu dans du terrain, du topos. Cette complexité, pour la composer, j'utilise le vocabulaire de chaque danseur et danseuse, donc leur corps. Je m'appelle Chani et j'évolue dans le domaine de l'illustration. Est-ce qu'ils sont... Je ne sais pas où je les ai mis. Pourtant, je les avais préparés. La transition, c'est vraiment plus une question de récit et d'histoire qu'on va raconter. On parle beaucoup d'énergie verte, de solutions d'éoliennes, de voitures électriques et tout ça. Et en fait, moi, ça me gonfle profondément parce que je pense que c'est pas du tout la solution, qu'on réfléchit complètement à l'envers. Enfin non, on réfléchit de nouveau complètement, toujours dans le même cadre, dans le même système. Alors que, à mon sens, tout est à réinventer vraiment, clairement, qu'on doit arrêter de réfléchir dans une espèce de prisme capitaliste dans lequel on est tout le temps. C'est difficile, je trouve, de parler d'écologie ou d'environnement sans tomber dans la caricature de la personne qui serre un tronc d'arbre ou qui veut sentir le vent dans ses cheveux. Et en même temps, c'est ça. Mais c'est juste que c'est pas dissible, c'est intuitif, c'est du ressenti et c'est pour ça que je le dessine en fait. Je suis Nemo Camus et je suis réalisateur sonore. Ce qui me semble important dans le fait de pratiquer du son sans image, c'est de lutter contre une forme d'hégémonie de l'image de nos jours dans nos sociétés. L'image, bien qu'elle ait de grande puissance et qu'elle puisse être très utile, je pense, politiquement, artistiquement, etc., a quelque chose d'assez totalitaire ou de très frontal. Quand on écoute la radio, on est toujours capable de faire quelque chose à côté. Et ça, je trouve que ça donne une plus grande liberté aussi d'imagination pour les personnes qui reçoivent ces objets sonores. Dans le cadre du projet, je vais travailler sur la question des énergies dites vertes et plus spécifiquement du métal qu'on appelle le lithium, qui est indispensable pour la confection des batteries électriques et qui, du coup, du fait de la transition énergétique, va être exploité partout dans le monde pour les 10-20 prochaines années pour que le monde continue de vivre. Voilà. Et donc pour ce faire et pour évoquer cette thématique, je vais aller faire des enregistrements dans une mine de lithium à Manono, au Congo, où réside une des plus grandes réserves de lithium au monde. T'es prête? On va voir. Alors. Il faudrait faire un petit exercice juste avant. En fait. Fais comme ça.
Sur les joues. Alors, Qu'est-ce qu'on fait comment je m'appelle par ce projet? Par ce projet. Dans le cadre de ce projet, je vais faire une assemblée de grelinettes, qui est un outil paysan qui sert à retourner le sol d'une façon respectueuse de la structure du sol. Et dans cette assemblée, chaque grelinette va représenter un des enjeux actuels de l'agriculture paysanne en Belgique. Je me suis toujours intéressée aux questions agricoles parce que j'ai travaillé plusieurs années comme ouvrière agricole. J'ai vu à quel point c'était un travail difficile, physiquement et mentalement, et peu connu et peu valorisé. D'ailleurs, on fait venir des carottes et des pommes ou des oignons de l'autre bout du monde. On exporte et on importe. Et ensuite, au travers de mes études d'environnement et de sociologie, j'ai aussi vu les grands enjeux d'un point de vue plus systémique. Et donc, ça m'a donné envie de faire quelque chose pour faire connaître le monde agricole. Ça suffit, ça suffit. Non, 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 non. Oui. Je l'attrape. Tout foufou, viens ici. Ça va pour la suite comme ça? Il y a un agriculteur qui nous disait là tantôt qu'un de ses collègues il produit du lait mais il ne sait même pas où il part. Peut-être que ça part en lait en poudre en Chine, peut-être que ça part directement à nourrir des veaux qui ne voient jamais leur mère dans une autre boîte. En fait, il n'en sait rien. Une des grosses frustrations, c'est qu'ils produisent des légumes de bonne qualité, mais qu'ils n'arrivent pas à mettre au prix du marché, parce que le marché aujourd'hui est cadenassé par des prix cassés des grosses entreprises. Mais du coup, les seuls qui viennent acheter, c'est des bobos en 4x4, quoi. Et des gens qui votent écolo, mais qui en fait sont complètement déconnectés de la réalité des paysans qui travaillent la terre 70 heures par jour et qui gagnent aussi 1200 et parfois 300 €. Pour l'exportation, qui peut être... François et moi sommes sensibilisés et actifs sur les questions de migration et d'accueil. Tu préfères que je regarde la caméra? On souhaitait utiliser l'outil du théâtre, qui est notre métier, pour venir avec un discours alternatif. Et pour l'angle, je pense que c'est la question du point de départ qui est super importante, parce que comme c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a plein d'aspects qui sont envisageables, et il s'agit de trouver dans lequel on peut être le plus pertinent. Le Royaume-Uni a envoyé son premier avion rempli de migrants vers le Rwanda. Ils externalisent les réfugiés. Et donc ils n'ont pas renvoyé des Rwandais, hein. Ils ont renvoyé des migrants, des clandestins d'un peu partout vers un camp au Rwanda. On met la frontière en dehors des frontières plutôt qu'à l'intérieur. Ici, on passe à un niveau supplémentaire dans le cynisme. Ouais, et le Danemark veut faire pareil, je crois. Les sources d'inspiration, c'est grosso modo tout ce qui met en récit ces questions-là. Et puis, on s'inspire aussi de nos expériences et de nos rencontres. Moi, c'est à la plateforme citoyenne que j'ai rencontré pas mal de gens. Kevin est allé à Lesbos, il a ramené des images, il a ramené des récits, des témoignages. Le pushback, c'est un truc qui a lieu depuis des années. C'est le fait de repousser les gens illégalement. Les gens sur des bateaux arrivent, ils voient arriver les gardes-côtes. Habituellement, on se dirait, voilà, sauvés, il y a des gardes-côtes. Sauf que là, on prend les gens, on coule le bateau. Puis après, ils sont foutus sur des radeaux de survie, sans moteur, sans rien, au milieu de la mer, dans les courants qui sont censés dériver jusqu'aux côtes turques. La seule couverture qu'on en a, c'est quelques lignes, parfois dans un journal, entre le foot et la kermesse. C'est un reflet de l'Europe et une occasion pour la Belgique de se regarder dans le miroir et de se dire « Ok, comment je traite les gens, comment je les accueille ?» Et actuellement, l'accueil, à Petit Château, il n'y a même pas une foutue tonnelle sur ce trottoir alors que les gens passent des nuits là et on le sait. C'est ici que ça se passe et les gens sont très peu conscients parce que les gens qui sont vraiment concernés sont invisibilisés. Il se trouve, il n'y a personne. C'est l'enfer, ça. J'ai plus beaucoup de batterie. Vous avez beaucoup de trucs à fouiller? Non. J'ai le rhume des fois, c'est infernal. Ah mince. Mais du coup, nature de merde.
Maintenant que le décor est planté et les projets dévoilés, place à l'exploration. C'est de l'autre côté qui sont, non? Je les vois pas non plus de l'autre côté. Ici, à mon avis, il n'y aura pas grand chose. Oui, on est dans la réserve Brol, en fait. J'essaye de ranger un peu ce Brol. Il y a des panneaux de manif, il y a du matériel d'action, il y a plein de choses. On cherche, on renifle la matière qu'on aurait besoin. On regarde dans le stock s'il n'y a pas des choses qu'on peut récupérer, recycler pour faire nos créations. Et ah non, c'est pas du... Je croyais que c'était un rouleau de papier, mais c'est un buste. C'est des fesses. C'est des fesses. Ne regardez pas. La fausse herbe, c'est génial. Ça aussi, c'est... C'est du matériel qu'elle a qui traîne. Okay. Voilà, ici j'en ai un qui est quasi neuf ou en tout cas en meilleur état. Bah ça je prends. Ça c'est bien ça. Voilà. Ça je prends aussi. Tu fais une photo du coup? Ouais. Bah, c'est surtout aussi que ça donne des idées. J'aime bien avoir la contrainte du matériel. Et là il y a plein de trucs à récupérer, donc plein d'idées potentielles, plein d'économies potentielles. Donc voilà, c'est cool. Mais il va falloir que j'aille prendre mon train. La galerie Einstein continue contractuelle en direction de Bali et en centrale. Là, on se rend compte qu'on est quand même dans une crise de l'imaginaire parce qu'on doit imaginer le monde dans lequel on va vivre prochainement. Et donc, en fait, en ça, les artistes peuvent vraiment amener une pierre à l'édifice. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur le rouge-gorge. Ça, c'est du monotype. Ça, c'est les essais que j'ai pour le moment. Et là, j'aimerais bien en essayer un, justement, en linogravure. Et avec une technique particulière en plus qui s'appelle la chine collée, qui va me permettre de venir coller du papier en plus. Mais je n'ai encore jamais fait cette technique. Alors, j'ai refait la tache du rouge-gorge sur un papier pour avoir la forme. Et donc là, je vais ancrer la matrice. Donc là, a priori, on a tout ce qu'il faut. Faut évidemment pas trop traîner parce que la colle sèche. Donc là, je mets le papier. Et là, on soulève et on croise les doigts. Donc là, on voit, j'ai hésité, mais donc je savais pas si je devais garder le trait qui préétablissait la zone rouge, mais je crois que je vais l'enlever et que ce sera juste la tache rouge qui définira la zone, quoi. Donc à la base, moi je viens de l'anthropologie et j'avais envie de questionner notre rapport occidental à la nature. Peut-être aplatir un peu. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu envie de réaliser une fresque. Dans cette fresque, les éléments du vivant seront aussi à échelle pour vraiment reconsidérer la position que l'homme a prise dans son environnement, c'est-à-dire une position de dominant qui voit tout selon son propre prisme. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on découvre, qu'on ait observé des choses à taille réelle. Et donc voilà, on voit ici bien que c'est à l'échelle. Et c'est là que les choses vont aussi se compliquer, parce que là, la prochaine étape, c'est un héron, et ça fait presque 1 mètre. Voilà, il y aura des toiles d'araignée dans les coins, il y aura des papillons, on va devoir se pencher. Enfin voilà, mon intention était en tout cas de prendre le point de vue d'autres vivants. Prendre le point de vue d'autres vivants, je me rends compte que c'est finalement aussi mon intention. Je suis l'œil du projet Regard Sensible, mais je suis aussi la 9e artiste. À ceci près que ma matière première, mon objet de recherche, ce sont eux. Micro-cravate ? Mon projet, c'est ce film qui raconte et donne à voir leur point de vue d'artiste.
Historiquement, l'artiste, il serait l'artiste bohème, celui ou celle qui ne vivrait que d'air et d'eau fraîche, de vie, d'amour, d'eau. D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Je peux te la refaire si tu veux. Non, ça, voilà, c'est la difficulté, parce que c'est bien beau de se dire qu'on veut devenir artiste, parce qu'après, il y a toute la difficulté. Moi, j'ai la chance d'avoir, par exemple, un compagnon qui travaille, d'avoir un peu d'argent de côté, parce que sinon, clairement, j'aurais pas pu. C'est tellement des trucs, c'est des boulots ponctuels qui vont te prendre beaucoup de temps, et puis tu n'auras plus rien pendant 3 mois. Ce qui m'ennuie aussi, là, vraiment, avec le statut d'artiste, c'est qu'on continue à être considéré comme chômeur, et donc il faut quand même encore rendre compte qu'il faut quand même encore rendre sa carte bleue, et donc en gros, on ne te prend jamais au sérieux. On considère quand même toujours qu'une partie du temps, tu ne fous rien, que tu dois justifier tout ce que tu fais, que c'est jamais assez, donc ça reste pas non plus... C'est une sécurité, une liberté pour créer peut-être plus sereinement, mais c'est pas du tout... valorisant, voilà. Mais qu'est-ce qu'un artiste finalement ? C'est un besoin d'exprimer via une pratique artistique un rapport au monde. Cette figure de l'artiste dans une société, elle a un rapport assez ambivalent entre une personne qui est dans une volonté d'être intégrée dans un système sociétal, puis à la fois qui est un peu en bordure pour être aussi dans des endroits de remise en question. Plus on définit l'artiste, plus on définira aussi ses zones pour le contrôler. Là, on est au processus d'écriture, c'est-à-dire qu'on fixe dans les corps les intentions. Le cyclone qui est prévu à 1040 hectopascales au sud de l'Irlande demain midi se décalant vers le nord-est est prévu 1042 hectopascales sur le sud de l'Angleterre demain soir. Il y aura de la pluie pour toutes les zones de la mer du Nord et autour de l'Irlande. La pièce, elle est structurée par des éléments qui constituent un paysage liquide, feu, terre et vent. Et ces 4 éléments structurent la pièce pour ensuite devenir de plus en plus humain. Bon alors là, je sais pas ce que tu fais là. Du coup, ça a duré combien de temps en tout ? 27 minutes. Après, c'est aussi le travail des transitions. C'est le travail des transitions. Bien sûr, bien sûr. Sauf si après tu veux un truc, net, tableau, quoi. Donc soit on voit des tableaux avec différents détails, différentes propositions, oui. Soit on voit un voyage qui propose différents tableaux. Un, 2, 3. Alors là, on est à quelle étape du projet ? L'étape 3 sur 550, non. Mais disons que là, c'est vraiment la première fois où on teste quelque chose d'un peu plus grand format et qu'on peut qualifier de prototype, quoi. Les essais qu'on a faits, c'était vraiment des échantillons de différentes techniques et le but, c'est de tester un peu la technique du feu et voir dans quelle mesure la lisibilité du poème est gardée. Trop content, dit. Je faisais cette photo tellement pas avec de grandes convictions, tu vois. Il y a combien d'allumettes là ?
20 boîtes. Il y en a 40 là-dedans. Oui, et là, il y en avait 60. Voilà, bon, bah voilà, on va être à 2000 allumettes, je pense, ouais. Pour juste un poème qui ne va pas être le... Enfin, des écritures qui ne vont pas être le poème final. Voilà. Une dernière. Est-ce que tu vois les gouttes de sueur sur moi? Le but, c'est quand même qu'il y ait une lisibilité au final. C'est pas juste brûler pour se marrer, c'est que quand même à la fin, on puisse y voir quelque chose. Bon. C'est parti. C'est un peu l'heure de vérité là. Ok. Ça fait un gros trou. Ça, c'est un pas. Est-ce que ça... Ouais. Ah, et tout le feu, effectivement. Tout le feu. Par contre, on va le retirer, j'ai vraiment peur pour le... Ouais. Bon. Ok, on a tout qui brûle. Bah sinon, il faudra mettre beaucoup moins d'allumettes. Ou alors, c'est une pièce pamphlet. Regarde, ça fait vraiment... Ouais. Regarde le plastique, quoi, c'est ouf. Ouais. Bah, en fait, ça me fait rire parce que c'est enfin, c'était le but de ça. Tu vois, heureusement qu'on ne travaille pas sans filet réellement. Parce que ça aurait été cool. Bon, après, c'est des beaux objets, tu vois. Essai, erreur, c'est le leitmotiv de la recherche artistique. Le doute aussi, bien sûr. À Manono, il y a trois métaux qui sont extraits par les mineurs artisanaux, qui s'appellent eux-mêmes les creuseurs. Ils louent les parcelles qu'ils exploitent, mais en fait, il y a une telle précarité on fait travailler les enfants dès qu'ils le peuvent, dès l'âge de 12-14 ans. Le coût de la castérite a cité, avant en janvier, la castérite 1 kg se vendait à 30 000 francs, 15 $. Les gens disent beaucoup, on extrait, on pille les métaux, on pille les terres ici, mais les habitants ne peuvent même pas profiter. Ce projet parle plus globalement du cadre colonial extractiviste dans lequel toute cette économie des énergies s'incarne. En fait, là-bas, j'ai assez peu pris de son de texture. C'était beaucoup sur, tu vois, les situations ou alors des ambiances, quoi. Le blanc courage. Il dit le blanc courage. Donc là, il y avait aussi cette chose qui est déstabilisante, qui est inconfortable sur ma propre position, c'est-à-dire que du coup, je travaille sur l'extraction. Le lithium est présent aussi moi-même dans mes propres outils d'enregistrement sonore. Et donc moi, en tant que Français vivant à Bruxelles, qui vais là-bas en RDC, qui prend des sons, je capte des sons. Enfin voilà, il y a tout un vocabulaire aussi de s'approprier. Je les ramène ici, je les monte ici, je les montre ici, je les donne à entendre ici. Voilà. À quel endroit est-ce que moi-même je reproduis aussi ce continuum colonial d'une certaine manière ? Donc là, on est à la ferme Larocque et on a rencontré Louis Larocque, qui est un peu le patriarche de la ferme. Louis, maintenant, il fait plutôt le maraîchage et on a aussi rencontré
son fils Cyril et sa compagne Zoé, et donc qui continue la tradition de l'élevage en biodynamie. Quand on a parlé des inondations, on n'a jamais parlé de la responsabilité de l'agriculture. Jamais. Même les gens d'écolo n'en ont pas parlé alors que c'est une loi, je veux dire. Et si tu as une agriculture conventionnelle, tu as du béton, tu n'as plus du sol vivant. Donc c'est une évidence, évidemment. Au début, on ne pensait pas du tout faire des interviews. On voulait juste faire l'assemblée des grelinettes, donc juste des sculptures. Et puis au fur et à mesure, en discutant, on s'est dit qu'on n'a pas envie de parler à la place des gens, en fait. Et donc ce serait plus intéressant d'aller rencontrer les gens pour voir ce qu'eux, directement, ils ont à dire. Là, on fait un peu une sorte de tournée des fermes belges à travers la Flandre et la Wallonie pour passer des journées de travail et de reportage. Expliquer peut-être juste l'histoire de la ferme et toi, ton parcours, la biodynamie. Voilà, le 1er août 86 officiellement, j'ai eu mon numéro de producteur et puis j'ai repris la ferme. Et tu as repris la ferme tout seul alors? J'ai d'abord eu 1 an ou 2 où je terminais les études. Je faisais la philo à Louvain-la-Neuve et par les hasards de l'existence, je rencontre le pionnier de la biodynamie en Belgique, chez les Barrés. Et en 36 ans, tu as dû voir aussi un peu l'évolution de l'agriculture, non? L'agriculture, bon, il faudrait lui donner sa spécificité et admettre qu'on ne peut pas la faire rentrer dans le modèle industriel. Il faut remettre toute la gestion économique entre les réels partenaires, c'est-à-dire les producteurs et les mangeurs. Ils vont s'associer pour fixer les prix. Ça, c'est un point de vue politique aussi. Ça, c'est un point de vue politique, oui. C'est-à-dire, moi qui vous nourris, je ne veux pas vous empoisonner, et vous qui mangez, vous ne voulez pas être empoisonné. L'idée, c'est qu'on ne veut pas arriver un peu comme des journalistes qui viennent voler les mots, enfin en plus, sorry, c'est tous des journalistes, qui viennent juste voler les mots qu'ils ont envie d'entendre et puis qui se cassent aussi vite, quoi. On a plus envie de passer du temps avec les gens, découvrir le terrain, travailler un peu avec eux pour voir c'est quoi le travail qu'ils font. Du coup, maintenant, ouais, on prend des photos, on se trimballe avec un micro, ça devient un vrai reportage. Nickel. Ah, ça c'est bien. Trop bien. Ah, toi t'as trouvé, toi. Ah, moi, elles viennent vers moi, elles sont cool. Mais elles m'adorent. Oh là. La caramel, ça peut aller. Caramel, c'est du ratatouille, ouais. Ah, pardon, je vais mettre ici. C'est pas pour Paris Match. Ouais. Trop bien, vous êtes super photogénique. Bah merci. L'idée qu'on a pour l'instant, c'est une expo concentrique en 3 cercles. Le cercle extérieur, il y aura des portraits de paysans et paysannes qui t'accueillent. À l'intérieur, le deuxième cercle, ce seront des grelinettes qui seront chaque fois construites avec une matière différente. Et chaque matière va présenter un des aspects des enjeux agricoles aujourd'hui. Et puis le troisième cercle à l'intérieur, il y aura 2 bancs et une table où il y a un endroit pour qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire après. Ok. Bah, travailler autant pour gagner peu, c'est quand même un peu le comble, quoi. Il y a un peu, dans notre société, il y a quand même ce truc où normalement, si tu travailles beaucoup, tu as un peu la récompense de toucher un peu plus, quoi. Là, on fait un truc matériel, utile, universel. Et on en vit que grâce à des subsides qu'on nous accorde plus ou moins selon certaines conditions au fur et à mesure des politiques. C'est humiliant, quoi. Donc les enjeux, c'est un peu ça, c'est de pouvoir vivre du travail que tu fais. Et... En gros, qui dit prime dit que c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui as la main sur le... Bah oui, c'est humain en fait. Enfin, si à un moment tu touches pas de ton travail mais de la subside, bah, tu vas aller dans le sens de la subside, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'accompagnement politique ou du contrôle, de la communication? Voilà. On va plus avoir de fermiers, on va devoir tout ramener de la nourriture d'ailleurs. Et ça, c'est une erreur. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, mais et ils continuent à laisser des prix bas. Et alors, du coup, les fermiers ne s'installent pas. Et puis quoi, ça n'encourage pas quelqu'un. Tu lui dis, écoute, gars, tu travailles 70 heures, tu gagnes 1200 €, et voilà, tu fais ta gueule, quoi. Là, à Bruxelles, c'est déjà le cas, c'est une petite ville. Et maintenant, ils veulent faire une grande. L'élément de base aujourd'hui, et qui revient dans la bouche de tous et toutes,
c'est qu'il faut absolument trouver un moyen d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer. S'il y a un message que quelqu'un doit garder en tête de tout ce qu'on fait là, de toute cette expo, ces balades qu'on fait pour ramasser des oignons ou des patates, en fait tout ça c'est très rigolo, c'est très chouette et folklorique, mais la base c'est qu'il faut trouver un moyen pour que les jeunes aient envie de s'installer et restent. 3000 agriculteurs qui vont prendre la retraite d'ici 5 ans, qui va remplacer ces 3000 personnes? Dans cette vidéo, j'ai fait le choix de ne jamais montrer les œuvres totalement finies. Nous voilà déjà en automne. Les projets des uns et des autres avancent et prennent forme. Si tu arrives à tirer un petit peu là en bas. Créer est le résultat d'un long processus d'incubation. L'œuvre n'est finalement qu'un arrêt sur image à un instant T dans le cheminement de l'artiste. Pour moi, le point de départ, c'est reprendre le temps, parce que je pense qu'on est vraiment dans une société hyper productiviste, capitaliste, où le temps n'a que valeur de capital. Toute cette valeur écologique, elle est là dans ce ralentissement. Plus de lenteur, plus de douceur. Et je pense que voilà, la poésie, elle aide à ça. Il n'y a rien de rationnel. Enfin, voilà, quand tu lis la poésie, il y a quelque chose de très symbolique et très onirique. Le projet d'Axel, Les Murs Vivants, évolue. Les mots anonymes récoltés dans la rue forment non seulement des poèmes, mais ils prennent une nouvelle fonction, celle d'oracle. Bon, donc je récupère tous ces mots dans la rue en fonction de mes balades et en fait, pour moi, ils ont déjà ils remplissent une première fois leur fonction d'oracle à ce moment-là parce que voir un mot dans la rue, ça te délivre un message et pourquoi tu vois ce mot-là aujourd'hui et pas hier et pas un autre mot. Donc ils remplissent déjà une espèce de fonction augurale, un présage, un message. On pense que ça prédit l'avenir ou quelque chose comme ça et en fait pour moi ça n'a pas vraiment cette fonction-là, c'est plutôt un outil qui te permet de te reconnecter à toi et de te permettre de mobiliser ton intuition. Moi, je veux bien un message de l'oracle. Je me laisse surprendre. J'ai pas envie de poser de questions. Stop. Ok. Message pour Salomé. Message pour Salomé. Stop. Je vais tirer une carte pour toi aussi, Anna. Ok. Ça va? Est-ce que tu as une question, quelque chose qui te tracasse en ce moment ou à part la livraison de cette vidéo? On va dire que c'est ça. Pour tous les vivants. Voilà. On a besoin de tout le monde juste là devant là. Allez. Les seuls qui peuvent rester là-bas, c'est ceux au balcon parce qu'ils ont une super place. Tout le monde devant, oui. Et je spécifie que c'est pas ma bière, je tiens la bière de quelqu'un d'autre qui se tient derrière cette caméra. So, it's an interview for our research to create a theatre play or a writing project about migration and about the way it works in Europe, Belgium, or the way it doesn't work. We are running several interviews with different types of people, all concerned by migration. On a récolté pas mal de témoignages et Kamar est la première personne qu'on rencontre qui a directement été concernée par un parcours migratoire. Hello, hi, my name is Kamar. I'm 21 years old. I'm from Afghanistan. And it has been 1 year. I live in Belgium. And yeah. Kevin a rencontré Kamar dans un camp de réfugiés à Lesbos. Avant Louvain, Kamar est passé par les centres d'accueil de Oufalise, Moucron, mais aussi Namur.
And before that? Before that, I was in. Okay. So you make the turn of the Belgium. Wow. Continue Okay. the question. And before that? Continue. We go back in time. Before Paris, I was in another city in France, Briançon. And before that, I was in Italy. Before Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Albania, and Greece. Turkey, I don't know. Wow. Like 12, 13 countries. All by feet. Is there something in particular you would like to talk about, or? I don't exactly remember, but I remember some of relatives that some people, my parents, they knew, and they were actually trying to go from Afghanistan to Iran smuggling. My parents decided you also join with them. Did they explain, or did they? Because I was the second son of the house, they thought if I come to Europe to have a better life, to support them, to help them. So that you know it was your uncle, his wife? His wife, my aunt, his sister, and his child. Yeah. Ce sont parfois des histoires difficiles qu'ils ont traversées. Ils ont envie de continuer leur vie sans qu'on les ramène toujours à ça. Et c'est vrai que le fait pour nous d'aller les interroger, c'est un petit peu les faire replonger dans ce passé-là et dans cette identité-là dont justement ils essayent de sortir, et nous militons pour justement qu'on puisse avoir un autre récit. The border was just a barbed wire. Just it was on the ground. This was Turkey. On the other side of the barbed wire was Iran. Everybody should be quiet. So we kept walking, following him. We were very excited, our heart was beating. And then all of a sudden the police, they saw us screaming in Turkish, insulting, I don't know what. Then they start shooting. Everyone got scared. They ran away. Then they turned the light on us. Then they beat us. So they went after you, pick you up in Iran, bring you back to Turkey, beat you, stole your stuff, and then sent you back to Iran. Everyone was very scared of me. That was the most terrifying adventure experience. It started from there, shooting. I was running. I was with my uncle. C'est bon? Ben voilà, on a notre premier socle du coup. Après les rencontres avec les agriculteurs, après la partie conception, après la partie réflexion, on est à la partie construction. Là on fabrique. Donc on fabrique quoi? On fabrique les socles de nos sculptures et de nos panneaux de présentation, et on fabrique les grelinettes. Donc les 5 dents rentrent toutes les 5 dans le socle, et c'est comme si elles sont plantées dans un champ ou dans la terre, mais elles sont plantées là dans le métal. Avec ça maintenant on va créer la première grelinette. Vas-y. Je mets les dents? Ouais hein. Ici. C'est bon ou pas? Je sais pas, je vois pas. Ma vue n'est pas si précise. Ici, le film moi aussi. Là il est bien? Là aussi, ça va. L'idée c'est qu'il y a un cercle de grelinettes qui sont toutes différentes. Donc il y en a en céramique, il y en a en verre, il y en a en bois, il y en a en papier mâché, etc. Et cette matière symbolise un des enjeux
qu'on veut mettre en avant et qui traversent actuellement l'agriculture. Donc il y a une grelinette par exemple qui symbolise la reprise des fermes par les jeunes, avec 2 jeunes pousses qui remplacent les 2 manches, qui sont faites en métal et donc qui sont figées, et ça symbolise un peu les jeunes agriculteurs qui doivent se lancer mais qui sont bloqués. Ça, c'est des autres manches avec lesquelles on va fabriquer d'autres messages. Ça va aussi être des manches pour représenter la dépendance aux énergies fossiles. Il y a l'enjeu de la biodiversité, il y a l'enjeu des pesticides, il y a l'enjeu de la reprise de ferme, de l'accaparement des terres. Donc en fait, toute la chaîne, au sein de chaque maillon de la chaîne alimentaire, il y a des questions qui peuvent être en rapport avec la transition. Trop bien, et ça rentre. Ah voilà. C'est parfait. C'est bon. Ouais. Un socle et une base. Oui, c'est la phase d'emballement, de course totale. Il nous reste 2 semaines là, c'est la folie. Nous sommes à quelques jours de l'exposition. Tous et toutes ont dû faire face à des imprévus, notamment dans le projet Ressac, où la danseuse Alessia Wyss a dû être remplacée par Fanny Brouillot. Ça, c'est la réalité physique, en fait. Voilà, les blessures qui existent par notre métier. Cela fait maintenant 1 an que je suis les artistes du projet Regard Sensible. Nous arrivons à la dernière étape du processus artistique, la finition. Il faut bien à un moment donné conclure, finir la pièce, finir l'objet artistique. C'est bien de savoir que c'est bientôt la fin parce que ça t'oblige à être efficace dans tes choix, à savoir ce que tu veux pas. Et ce que veulent les artistes, c'est adresser un message aux politiques. Que ce soit en Belgique ou en France, je n'ai pas de légitime existence. Ça, c'est la voix d'un étranger. Pour Kevin et François, c'est redonner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Accueillir, ce n'est pas uniquement donner un toit et nourrir, c'est aussi donner à chacun la possibilité de se réaliser et d'accomplir ses projets de vie. Pour Axel, c'est reprendre le temps, s'ancrer dans le présent. Ce que je pense que notre société ne fait pas dans le moment, on est toujours dans l'anticipation, dans une espèce d'anxiété du futur. Go. Revoir totalement notre définition de la transition. C'est pas qu'une transition écologique, et d'ailleurs je pense que ça commencera d'abord par une transition sociale, culturelle, enfin c'est vraiment une transition globale. Je pense qu'il faut essayer d'imaginer des scénarios qui font que, en fait, il y a un bouleversement complet. Et ces visions, qu'elles soient enfin écoutées, plutôt que juste déjouées.